Merci de préférer BB24. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. L'hygiène corporelle est indispensable et concourt au maintien de la santé. Comment prendre soin de son corps afin d'éviter les mauvaises odeurs? Les précisions dans ce journal. Il est reconnu comme étant le plus vieux compagnon de l'homme. Le chat, un félin dont la présence engendrerait un réel bien-être chez les humains et serait un relaxant 100% naturel. On en parle tout à l'heure. Et puis nous irons au large de la Tanzanie, sur l'île Kokota, soumise pendant longtemps à l'exploitation intensive. Sur cette île, un homme a réussi à redonner vie aux forêts. Bienvenue à tous. L'hygiène corporelle est essentielle pour se prémunir des infections et limiter le risque de prolifération des germes bactériens. Plus qu'une source de bien-être, se laver les mains régulièrement, se brosser les dents, prendre soin de ses cheveux et de sa peau sont des habitudes capitales pour être en bonne santé. Comment entretenir son corps et éviter les mauvaises odeurs? Élément de réponse dans ce reportage de Henriette Attiro, présenté par Amandine Agnan-Bossou. Elles sont considérées comme incommodantes. Transpiration, mauvaise haleine, odeur des pieds et des mains. Des odeurs corporelles propres aux êtres humains qui sont parfois source d'inconfort. Chacun d'entre nous, êtres humains, on a une odeur. Maintenant, chez certaines personnes, cette mauvaise odeur va devenir une maladie. Parce que sur la peau de tout être humain, il y a beaucoup de microbes, des bactéries, des virus, des champignons, des parasites. Et ces microbes-là nous protègent contre les agressions externes. Et avec la transpiration, surtout dans les zones où il y a beaucoup de soleil, cette transpiration, surtout au niveau des aisselles, va avec le microbe donner cette odeur-là. C'est ce qui explique la forte odeur chez certaines personnes. Donc c'est d'abord une maladie, ce n'est pas une mauvaise hygiène. Quelqu'un peut avoir une bonne hygiène et avoir une forte odeur. Et pour sentir bon, les jeunes ne manquent pas d'astuces naturelles. De la cendre. Je passe un peu aux excès. Soit tu prends le citron, tu découpes et tu passes dans les excès. Le javel, vous mettez un peu dans l'eau avant de laver et vous laissez pendant 15 minutes au plus. Surtout l'utilisation des produits cosmétiques liés à la dépigmentation qu'elles doivent surtout arrêter, sincèrement. Oui, pour que les narines puissent respirer. D'autres soins peuvent être apportés à la peau pour la maintenir saine et contribuer au bien-être physique et moral. Une fois que vous trouvez que vous avez transpiré et que ça dégage un peu, vous prenez votre lingette et vous vous nettoyez. Dans la journée, vous pouvez le faire 2 fois. À part ça, à la maison, on peut avoir des gommages. On peut aussi se faire des gommages naturels à base de sucre, citron et le miel. Vous faites le mélange et vous vous gommez les aisselles. Mais avant tout ça, il faut s'épiler. Ça peut éviter les odeurs corporelles. Aussi avoir des déodorants. Les déodorants qui se vendent un peu partout. Une bonne hygiène corporelle repose sur un ensemble de démarches quotidiennes. Pour une bonne hygiène corporelle, prendre au moins 1 à 2 bains par jour. Utiliser des savons à pH neutre. Hydrater la peau régulièrement. Donc après chaque bain, vous allez appliquer un lait de corps qui est adapté à votre peau. Le javel, c'est un détergent, pas bon pour la peau. N'utilisez pas les produits dépigmentants. N'entassez pas les habits. Les habits, quand on porte une fois, on ne reporte pas 2 fois. On n'attend pas 1 mois, 2 mois pour laver les habits. Prendre soin de la peau de son corps, c'est une mesure d'hygiène qui influe sur la santé, la beauté et la qualité de vie. Ils sont si populaires qu'ils ont eux aussi leur journée internationale. Les chats sont à l'honneur ce 8 août. Ces félins auraient des impacts positifs, tant physiques qu'émotionnels, sur l'homme. Le chat n'est pas qu'un simple animal de compagnie ou une boule de poils. Il est considéré comme un protecteur et un anti-stress. Les détails avec Ulvaïs Balogun.
Voilà ce qui caractérise un chat, le miaulement. Un bruit uniquement destiné aux humains et qui permet à l'animal de communiquer et de faire part de son émotion à son maître. Animal vénéré depuis l'Antiquité, la place qu'occupe ce félin auprès de l'homme dure depuis des millénaires. Allié des Égyptiens pour sa capacité à chasser les rats, les souris, les oiseaux et les serpents, le chat est vite devenu leur animal de compagnie préféré au point d'être considéré comme un dieu. Selon la mythologie égyptienne, Bastet, la déesse de la joie du foyer et la protectrice des femmes enceintes et des enfants, est représentée avec une tête de chat. Signe que l'animal était vénéré comme étant un protecteur de l'agriculture dans l'Égypte ancienne. Aujourd'hui, le chat continue d'occuper une grande place dans la société. Le chat et l'homme, c'est une histoire d'amour fusionnelle. Reconnu comme un relaxant 100% naturel, le félin serait bénéfique au cerveau et au cœur de l'homme. Il a été en effet observé qu'après seulement 10 minutes à caresser un chat, le taux de cortisol, l'hormone associée au stress, diminuait considérablement. Mieux, les basses fréquences émises par le ronronnement du chat agiraient comme un médicament en contribuant à réduire le niveau d'anxiété et la pression artérielle. Si bien qu'aujourd'hui, une pratique médicale se développe, la ronron-thérapie, une thérapie qui soigne les humains grâce au ronronnement du chat. En France, des bars à chats sont ouverts. Le concept, caresser et écouter le ronronnement des chats. Selon l'Université du Minnesota, l'un des principaux bienfaits de posséder un chat est une réduction de 30% d'attaques cardiaques. Les propriétaires de chats auraient une meilleure santé psychologique que les personnes qui n'ont pas d'animaux domestiques. Ils souffriraient de moins de stress et ressentiraient moins d'émotions négatives. Posséder un chat serait donc bénéfique pour la santé. D'où la nécessité de cette journée du 8 août pour sensibiliser le public et inviter à adopter ces félins, assurément source d'une vie plus longue sur Terre. Après les chats, intéressons-nous à présent aux oiseaux migrateurs. Avez-vous une idée de ce que c'est qu'un oiseau migrateur? C'est un oiseau qui voyage en fonction des saisons d'une zone de reproduction vers une zone d'hivernage et aussi pour changer d'habitat et pouvoir s'alimenter. Mais lors de leur long voyage, ils sont souvent confrontés à plusieurs menaces. Plus de détails avec Daouda Aliou, spécialiste des questions liées aux zones humides. Nous avons la guifette noire, le mélan noir, et les hérons, poupées, cendrées. Il y a plusieurs sortes d'oiseaux qui migrent. Maintenant, il faut voir en fonction des écosystèmes. Est-ce que ce sont des oiseaux d'eau? Est-ce que ce sont des oiseaux qui affectent les zones forestières et autres? Donc il y a ça, ces oiseaux. Mais ce que nous suivons surtout sont les oiseaux d'eau migrateurs, notamment dans le Kora, Afrique, Eurasie. Les menaces sont assez nombreuses. Il y a les actions dues à l'homme, qui est sur les zones où les oiseaux ont l'habitude de venir chercher à manger. Si vous prenez par exemple le cas du sud du lac Nokwe aujourd'hui, c'est une zone qui en temps n'était pas occupée par les hommes. Mais aujourd'hui, on a un développement démographique important qui fait que là, l'espace que les oiseaux affectionnent pour trouver à manger, cet espace-là est occupé par les hommes. Maintenant, si vous prenez le cas de la lagune côtière, aujourd'hui on est en train de couper les mangroves. Ça veut dire qu'on est en train de détruire les espaces où les oiseaux, quand ils finissent de manger dans les eaux, vont se reposer ou bien vont faire leur nid et autres. Et il y a donc cette pression démographique qui influence ces écosystèmes-là qui ne sont pas favorables aux oiseaux. D'où la nécessité de trouver des approches de solutions pour que ces écosystèmes-là soient maintenus pour faciliter la conservation de ces oiseaux d'eau-là et leur permettre d'accomplir leur cycle de manière optimale. Nous avons une diminution de près de 50%. Je peux vous donner par exemple le camp de lac Nokwe seul, où on avait fait le dénombrement il y a 20 ans en arrière, on tournait autour de 20 000 individus. Mais aujourd'hui, le dernier dénombrement que nous avons eu à faire en 2019, nous sommes revenus à moins de 10 000 individus de différentes espèces. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de voir quels sont les types d'espèces qui ont baissé en effectif et pourquoi. Donc il y a toutes ces questions-là qui font qu'aujourd'hui, les spécialistes des oiseaux sont en train de suivre ces différents phénomènes-là pour voir à quoi est dû. Est-ce que c'est seulement la pression de l'homme
sur l'écosystème, ou bien il y a d'autres paramètres qui influencent l'effectif des populations. Rendons-nous maintenant sur l'île de Kokota. Longtemps soumise à l'exploitation intensive, l'île de Kokota avait fini par perdre sa végétation et ses animaux sauvages. Mais en 2005, un homme, Mbarak Moussa Omar, a commencé à planter des arbres pour redonner une chance aux forêts. Depuis, la nature a repris ses droits et la vie est de retour. Il a aussi installé des panneaux solaires sur l'île et construit une école. Reportage de nos confrères de France 24. Ici, pendant longtemps, les habitants pensaient que leur forêt avait disparu pour toujours. Après des décennies d'exploitation intensive, il ne restait rien. Mais elle est revenue, aujourd'hui dense et luxuriante. Et c'est grâce à un homme. À bord de ce bateau, Mbarouk Moussa Omar s'apprête à livrer une nouvelle cargaison de cadeaux aux enfants de l'île. Hello. Et comme à chaque fois, tout commence par une chanson. Chacun va prendre des arbres dans le bateau pour aller les planter, vous avez compris? Moi, je ne leur apporte pas des bonbons, des gâteaux. Ça, c'est bien plus important pour la communauté, et spécialement pour la nouvelle génération de Kokota. Voici la clairière où ils vont planter aujourd'hui. Vous mettez de la terre, et puis vous appuyez bien fort. Et vous appuyez encore. Tout a démarré en 2005, quand Mbarouk vient pour la première fois sur l'île. Il découvre un paradis ravagé, plus un seul arbre. Et sans leurs racines, l'eau de pluie ne restait pas dans le sol, la température avait augmenté, les animaux sauvages avaient disparu. L'île était en train de mourir. Autrefois, l'île était couverte de forêts. Mais chaque année, les gens ont coupé petit à petit les arbres pour construire des maisons, des bateaux et pour les vendre aussi. Par exemple, plusieurs variétés d'arbres ont totalement disparu. L'ancien comptable lance une ONG de préservation de la nature et il récolte des fonds de l'Union européenne et d'autres organisations pour reboiser. Mais il ne s'arrête pas là. Des panneaux solaires sont installés, une école est construite. Il n'y en avait pas avant. Barouk veut mettre l'éducation au centre du projet. Nous avons construit cette école avec 4 classes. Et nous avons installé des gouttières sur le toit pour collecter les eaux de pluie. Et l'eau est récupérée directement dans ces réservoirs. Ces 2 points sont centraux pour la vie d'un être humain. Sans eau, il n'y a pas de vie. Et sans école, vous ne pouvez pas apprendre. Et vous restez dans l'ignorance. 600 personnes vivent aujourd'hui à Kokota. Ceux qui voulaient quitter l'île il y a encore quelques années ont décidé de rester. La qualité de vie ici est désormais supérieure aux autres îles et villages de la région. Au Kenya, le segment de l'exportation du café est de nouveau dans la tourmente. Plusieurs cargaisons de fèves à destination du Japon ont été pointées du doigt par les autorités du pays en raison de la présence d'un insecticide employé pour le traitement des fruits et légumes et dont l'utilisation n'est pas recommandée pour le traitement des caféiers. Cette situation est préoccupante pour les autorités dans la mesure où le Japon représente actuellement le 6e plus grand importateur du café kényan derrière l'Union européenne et les USA. Si pour le moment, aucune sanction confirmée n'a été prise par Tokyo, il faut rappeler qu'en 2020, la Corée du Sud avait suspendu les importations de café en provenance du Kenya sur son territoire pour des raisons similaires. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.